avant Covid. Donc nous, on a en 2019, on était 222 membres, dont 35 chercheurs, 43 enseignants-chercheurs, 51 ITA et 93 PhD ou postdoc. Les stagiaires ne sont pas comptés en fait, dans l'inventaire et ne seront pas comptés pour le bilan des gaz à effet de serre. On regroupe à peu près une dizaine d'équipes qui vont de la chimie organique à la spectroscopie, chimie théorique, mais aussi, nous, par exemple, à notre étage, on a une équipe, on partage même demi-étage avec une équipe d'astrochimie, une équipe où on fait la spectroscopie de fluorescence et une équipe d'analyse de cycle de vie. Donc, on est vraiment très variés dans nos domaines de recherche, beaucoup plus probablement que le CRTP et le SPPO. Et on est répartis sur à peu près 10 000 m² et le bâtiment principal, c'est le bâtiment A12, mais on a aussi 2 sous-équipes qui sont à l'IECB et on a une équipe que vous connaissez bien, le LCISA, qui est à l'école d'ingénieurs, le NSCBP. Du coup, nous, tous les deux, en fait, nos bureaux sont à côté, même si nos domaines de recherche n'ont strictement rien à voir. Et en février 2022, on s'est dit qu'on voulait vraiment monter une étude d'environnement à l'ISM parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de choses à faire et qu'il n'y avait rien qui était fait. Et donc, on a envoyé un mail à tout l'ISM et pour savoir qui voulait faire partie de cette cellule. Et ce qui est super bien, c'est que spontanément, il y a eu quasiment un membre de chaque équipe qui a répondu et que ces membres, en fait, ont différentes fonctions au niveau de l'ISM. Donc, on va avoir des chercheurs, directrices de recherche, maîtres de conf, professeurs, ingénieurs d'études, ingénieurs... Enfin, voilà, tout... Ça marche pas? Ah. Bon. C'est bon, ça marche. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que chacun d'entre nous a des points de vue différents, va voir des choses différentes au niveau de la recherche et aussi accès à des informations différentes. Donc, nous, on pense qu'on a aussi été rapide grâce à ça, c'est parce qu'en fait, on représente à peu près tous les corps de métier de l'ISM. Donc, les objectifs qu'on s'est fixés, parce que c'est très vague et en fait, juste c'est l'environnement, en fait, il y a beaucoup trop de choses à faire et nous, on ne peut pas tout faire. Donc, on s'est dit que dans un premier temps, en fait, on allait faire un bilan des gaz à effet de serre de notre laboratoire et proposer des pistes de réduction. Et on n'oublie pas aussi qu'on voudrait aussi à terme essayer de faire un peu la guerre à d'autres types de pollution, comme les pollutions plastiques, ou aller vers mieux contrôler des ressources rares comme l'hélium liquide ou le gaspillage en eau. Et pour le moment, on ne s'est pas encore attaqué à ça. Et on voudrait aussi mener des actions de réflexion sur la recherche en tant que telle, organiser des workshops, etc. Et on est en communication avec les cellules existantes à l'UB, au CNRS, à Bordeaux INP. En fait, parce qu'on ne va pas tous réinventer la poudre, finalement, c'est les mêmes choses qui sont faites à droite et à gauche. Donc, il faut juste travailler ensemble et récupérer les meilleures idées de tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que comme c'est très vaste, en fait, le petit conseil qu'on vous donne, c'est quand vous faites des réunions, il faut qu'elles soient hyper cadrées, qu'elles durent 1 heure avec un ordre du jour, etc. Parce que c'est des réunions sans fin. Sinon, en fait. Donc, pour être efficace, il faut vraiment cibler des réunions qui sont hyper précises. Du coup, donc un petit rappel quand même du contexte. Pourquoi on fait ça? Donc, ça part des rapports en fait, du GIEC, qui sont des rapports faits par des collaborateurs à nous. En fait, c'est des scientifiques comme nous, qui sont des chercheurs comme nous, et qu'on peut écouter aussi et lire leurs publications. Et notamment, à partir de 2018, les premiers rapports datent des années 90, mais en 2018, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que si on voulait limiter le réchauffement de la planète, il fallait qu'on reste en dessous d'un échauffement de 1,5 degré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, sachant qu'en 2020, on était à 58 gigatonnes de CO2 équivalent par an. En 2050, il va falloir qu'on tombe à 15 gigatonnes de CO2 par an. Sachant qu'on est 7,5 milliards de gens sur Terre, ça veut dire qu'on doit tomber en 2050 à 2 tonnes équivalent CO2 par an par personne. En France, à l'heure actuelle, on émet 10 tonnes de CO2 par an par personne. Donc, il faut qu'on divise par 5 ces émissions de CO2 à l'horizon 2030. Donc, nous, on a fait un petit comparatif avec quelqu'un qui voudrait s'organiser pour faire un marathon. Donc, en fait, en étant bien entraînés, a priori, on peut à peu près tous s'organiser pour faire des courses, peut-être pas un marathon, mais au moins 10 km. Et donc, si on écoute ce que dit le coach après avoir fait un bon bilan et qu'on s'y prend longtemps à l'avance, finalement, les objectifs, ils sont réalisables. Donc, si dans les années 90, on s'y était pris à temps
pour commencer à diminuer les gaz à effet de serre, quand la communauté scientifique a commencé à le dire, finalement, on avait largement le temps de courir et d'arriver à passer la ligne d'arrivée sans trop de difficultés en 2050. Là, on est plus qu'en 2018 et on commence à se dire qu'il va falloir faire quelque chose. Donc, c'est encore faisable. On va un peu plus souffrir, mais on va y arriver. Si on continue à être dans le déni, comme certaines personnes le sont encore, il n'y a à peu près aucune chance qu'on y arrive. Du coup, juste un petit rappel aussi sur les émissions de carbone d'un Français moyen. Donc, le principal poste d'émission, ça va être le transport, et notamment dominé par la voiture. Ensuite, on a la nourriture, qui est notamment dominée par la consommation de viande et surtout en fait, de bœuf et de mouton. Ensuite, on a la maison, avec le chauffage, les achats et les dépenses publiques. En fait, dans le bilan carbone d'un Français, on compte les dépenses publiques, que ça va être les hôpitaux, l'enseignement, etc. Donc nous, en fait, comme on est des fonctionnaires, nos activités en fait, pèsent dans la balance de la dépense publique. Donc, ce constat étant fait, on s'est dit qu'à l'ISM, nous avions un engagement à fournir, en tout cas, pour participer à ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, la première action, comme l'a indiqué Chloé, était de réaliser ce bilan de gaz à effet de serre, avec 3 grands objectifs pour ce bilan. Alors, tout d'abord, inventorier l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre pour se comparer avec d'autres labos, par exemple sur le campus bordelais ou en France, notamment des labos de chimie. Deuxième objectif, identifier les éléments, on va dire les postes qui impactent le plus afin de prioriser nos actions de réduction dans l'avenir, donc attaquer d'abord là où ça fait mal, et grâce à ça, établir des réductions chiffrées pour 2030 sur lesquelles on espère que la direction s'engage pour qu'en 2030, on réduise et on ne va pas diviser par 5 nos réductions d'ici 2030, mais on va essayer déjà de commencer ce chemin. Alors pour faire ça, on va rentrer directement dans le dur. On a utilisé un outil qui est en fait relativement simple d'utilisation. J'y reviendrai d'ailleurs sur l'utilisation un petit peu plus tard, pour ceux qui veulent se lancer dans cette démarche. On a utilisé un outil qui s'appelle GES 1.5, qui a été développé par le groupement de recherche Labo 1.5. Certains d'entre vous le connaissent. Donc, Labo 1.5, c'est une communauté de chercheurs français qui ont comme intérêt commun de questionner l'impact environnemental de la recherche, mais aussi l'enseignement en France, avec différents axes. Donc, des axes plutôt de réflexion sur quelle est la recherche de demain en France, mais aussi un axe d'évaluation de l'empreinte carbone de nos labos. Et donc, grâce à une super équipe, ils ont réussi à développer cet outil, qui est un outil gratuit, qui est sur leur site web. Et voilà, si vous voulez démarrer la démarche, vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site, donc Labo 1.5, GES 1.5, créer un compte et directement, vous allez pouvoir commencer à faire votre bilan carbone, votre empreinte carbone, tout est vraiment bien expliqué. Et bien sûr, cet outil est adapté à nos activités de recherche et contient, on va dire, des facteurs d'émission, des données qui sont adaptées à nos domaines de recherche. Et aussi qui sont adaptés aux différents outils que l'on utilise en fait, au sein de nos tutelles, notamment ceux qui sont produits par le CNRS. Donc, c'est souvent adapté pour qu'on puisse directement télécharger des fichiers Excel qui peuvent être exportés par les outils de gestion du CNRS notamment. Alors, avant de vous expliquer nous, comment on a fait cette démarche, je vais quand même rappeler quelques points qui sont importants à avoir en tête lorsqu'on fait de la comptabilité carbone, donc pour une organisation comme un labo. Donc déjà, vous pouvez entendre plein de termes relatifs à la comptabilité carbone dans les médias ou dans la vie de tous les jours. On va pouvoir entendre parler de carbon footprint, empreinte carbone en français, GHG Inventory, bilan de gaz à effet de serre, bilan carbone, qui est en fait une marque déposée par l'ADEME et qui est un outil. Tout ça, ce sont différentes méthodes, différents outils pour un objectif commun. Cet objectif commun, c'est sommer l'ensemble des gaz à effet de serre qui ont été générés directement, mais surtout indirectement en amont, par soit une activité, soit une entreprise, une organisation, un produit, etc. Donc nous, on est dans le cadre plutôt d'une organisation et on va plutôt effectivement s'intéresser aux émissions
dont on a la responsabilité et dont on a le contrôle. Petit point sur comment on somme ces fameux gaz à effet de serre, parce que comme vous le savez, il y a différents gaz à effet de serre, hein, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote. On les somme en les pondérant grâce à une métrique qui est le pouvoir de réchauffement global, en anglais Global Warming Potential, qui va nous permettre de dire ce gaz à effet de serre, combien de fois ça fait le CO2. Et c'est comme ça qu'on obtient des CO2 équivalents. Et ce potentiel de réchauffement global, ça va dépendre du temps de résidence du gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Par exemple, le méthane a un temps de résidence plus faible que le CO2, mais aussi de l'efficacité radiative de ce gaz, c'est-à-dire de sa propriété à renvoyer le rayonnement infrarouge et donc à réchauffer l'atmosphère. Donc, quelques exemples de pouvoirs de réchauffement globaux pour les principaux gaz à effet de serre que l'on va comptabiliser. Le CO2, qui est la référence, va avoir un pouvoir de 1, hein, bien entendu. Donc, le CO2 qui va surtout être émis via des réactions de combustion. Puis le méthane, qui est le deuxième principal gaz à effet de serre des activités humaines, provenant surtout des processus de fermentation, comme ici on peut voir les bovins, a un pouvoir de réchauffement global de 36. Alors attention, c'est un pouvoir à 100 ans, donc on va intégrer l'impact sur 100 ans. Si on regardait l'impact à 20 ans ou à 500 ans, on n'aurait pas le même pouvoir compte tenu du temps de résidence différent de ces deux gaz. Protoxyde d'azote, N2O, qui va surtout être émis dans l'agriculture lorsqu'on va fertiliser les champs avec des engrais azotés, 290 fois plus nocif pour le climat que le CO2. Et ensuite, les réfrigérants, donc qui eux, comme les HFC, qui eux sont émis dans de très faibles quantités dans l'atmosphère, mais qui ont des pouvoirs de réchauffement globaux de 1000 allant jusqu'à plus de 10 000. Donc, 1 kg de réfrigérant peut être équivalent à plus de 10 000 kg de CO2. Donc, c'est comme ça qu'à la fin, on se retrouve avec des kilogrammes de CO2 équivalents ou des tonnes de CO2 équivalents, qui va être l'unité que l'on va utiliser tout le long de cette présentation. Alors, bien entendu, on ne fait pas de mesure directe de gaz à effet de serre, hein, on n'a pas de capteur partout. Hein, on utilise ce qu'on appelle des facteurs d'émission qui permettent de convertir des données d'activité, donc des kilowattheures, des kilogrammes, des kilomètres ou des euros, en kilogrammes de CO2 équivalents. Ces facteurs d'émission, ils ont déjà été développés, ils sont disponibles dans différentes bases de données, ils ont été calculés par différents moyens. Ça peut être via des analyses du cycle de vie à l'échelle micro ou à des échelles plus macro, à des tables économiques entrée-sortie avec une extension environnementale. Je ne vais pas aller dans le détail de ces calculs dans cette présentation. Donc, typiquement, quelques exemples de facteurs d'émission que l'on peut utiliser dans nos empreintes carbone. Pour les mix électriques, habituellement, on va avoir des grammes CO2 équivalents par kilowattheure. Et bien entendu, puisqu'en France et en Pologne, on ne va pas avoir le même mix électrique, on va se retrouver avec 59 grammes CO2 équivalents par kilowattheure en moyenne en France, qui utilise surtout du nucléaire et qui est décarboné, jusqu'à 760 en Pologne, qui va utiliser encore pas mal de centrales électriques au charbon. Pareil pour le transport, donc là on a des grammes CO2 équivalents. Alors ce n'est pas par kilowattheure, il y a une petite erreur, c'est par passager kilomètre, donc un passager sur 1 kilomètre. Et on peut voir la différence entre TGV, avion ou voiture, aucune surprise là-dessus. Donc, ceci étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet de l'ISM. Qu'est-ce que l'on a pris en compte comme activité pour notre bilan carbone? Donc, tout d'abord, on a pris nos bâtiments et notamment l'énergie de nos bâtiments avec l'électricité et la chaleur qui est fournie à partir de gaz naturel à l'université, mais aussi à Bordeaux INP. Et on a comptabilisé ça pour 2 bâtiments, donc le A12, hein, où la plupart de nos activités sont concentrées, et donc à l'ENSCBP pour l'équipe NCISA, où on a fait un ratio de consommation de l'ENSCBP par mètre carré. Pour le A12, nous avions, l'université en fait suit bien ces consommations énergétiques. Nous avons les consommations énergétiques suivies par jour au niveau de l'université de Bordeaux. Donc facilement disponibles. Pour deuxième poste qu'on a pris en compte, c'est donc les déplacements, avec 2 catégories. Donc tout d'abord, les déplacements domicile-travail. Et pour ça, nous avons donc fait un questionnaire à l'ISM. Alors, en fait, il faut savoir que l'outil GES 1.5 propose directement de configurer un questionnaire qui peut être envoyé directement à tous les collègues. Donc, c'est très facile à paramétrer. Et assez facilement, on peut connaître, on va dire, les habitudes de déplacement domicile-travail de nos collègues.
Pour ce qui est des déplacements, on va dire mission, donc là, c'est un petit peu compliqué à l'ISM, puisqu'on a 3 co-tutelles, hein, Bordeaux INP, UB et CNRS. Et donc, il est difficile en fait de centraliser toutes les missions, mais on a quand même une base de données interne sur laquelle on a pu faire une extraction, mais pour laquelle il a quand même fallu faire un retraitement manuel des données. Ça n'a pas été très long, mais dès qu'on a plusieurs tutelles, ça peut être complexe, puisqu'on n'a pas un fichier déjà établi par la tutelle. Et enfin, pour les achats, donc, qui est le 3e grand poste que l'on a comptabilisé dans notre empreinte carbone. Donc là, on a pris tous les euros dépensés par les différentes équipes. Donc là, ça va prendre en compte l'ensemble de nos achats, hein, les ordinateurs, les consommables, produits chimiques, etc. La gestion de déchets de produits chimiques, l'équipement et les instruments de laboratoire, la vie de labo, la maintenance et les réparations et des services divers. Donc ça paraît ensuite assez complexe cette problématique achat parce qu'on a une diversité très importante ici d'activités et de types de produits. Et vous pouvez me dire, bon, ben, pour avoir un facteur d'émission par type d'achat, ça paraît très complexe. Alors dans ce cadre-là, en fait, on utilise des ratios économiques qui sont des kilogrammes CO2 équivalents par euro qui sont définis par code NACRE. Alors le code NACRE, pour ceux qui connaissent, c'est la nomenclature utilisée par les gestionnaires pour la recherche et l'enseignement supérieur en France et qui permet de classer par catégorie chaque type d'achat. Et dans l'outil GES 1.5, on a en fait un ratio CO2 équivalent par euro pour chaque code NACRE. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes derrière ces NACRE, mais ça permet de très rapidement faire le calcul et au moins d'avoir un premier ordre de grandeur de l'empreinte carbone de nos achats. Donc ça, c'est très pratique. Notamment quand votre labo est uniquement CNRS, parce que le CNRS peut très facilement vous donner par année l'ensemble des euros dépensés par NACRE. Nous, encore une fois, ça a été un peu difficile parce qu'il a fallu aller chercher aussi les dépenses à l'UB et à Bordeaux INP et avec l'OE faire un retraitement manuel de chaque ligne d'achat parce que nous n'avions pas forcément le NACRE associé à chaque ligne d'achat. Donc ça, c'est vrai que si votre tutelle n'est pas outillée pour, ça peut être complexe. Donc voilà sur les grands types de données qu'on allait chercher et qui prend en compte l'ensemble, on va dire, des postes sur lesquels on a une influence à l'ISM. 3 autres éléments. Ces données, elles ont été collectées avec l'aide de tous les membres de la cellule environnement et des services administratifs qui étaient embarqués dans notre aventure. Et donc c'est pour ça que c'est allé très vite. On a pu en 1 mois récupérer toutes les données. On a fait ça pour 2019 et donc on a comptabilisé l'ensemble de ces éléments pour 2019. Hop. Alors pour résumer ensuite, donc la procédure pour faire le bilan carbone de votre labo, l'empreinte carbone de votre labo avec GES 1.5. Donc c'est d'abord une collecte de données que je viens de présenter, qui prend environ 1 mois, alors pas 1 mois de travail, on va dire, mais 1 mois pour collecter l'ensemble des éléments. Le plus long est notamment l'enquête de déplacement, et qui demande, on va dire, la collaboration de tous les référents dans les services, et notamment dans les services généraux de votre labo. Puis, 1 à 5 jours pour retraiter quelques datas dans des fichiers Excel, rien de très complexe. Et ensuite, télécharger ça dans l'outil Internet Labo 1.5. Donc ça, c'est très rapide, hein, en même pas une demi-journée, c'est fait. Et d'ailleurs, vous pouvez commencer à faire ça dès que vous démarrez votre bilan GES. Vous pouvez mettre un premier fichier Excel, 2 semaines plus tard, mettre un deuxième fichier Excel, il n'y a pas de souci. Vous pouvez commencer dès le début et au fur et à mesure remplir l'outil. Et enfin, le labo GES 1.5 vous donne directement des figures d'analyse, des données, des résultats. Donc, c'est très bien fait. Mais il vous faudra quand même 1 à 5 jours pour interpréter ces données, pour identifier des pistes de réduction, etc. Donc, voilà notre approche méthodologique. Alors, oui, pour faire ça, quand même, je tiens à préciser qu'il faut 1 ou 2 personnes bien motivées pour réaliser cette approche. Plutôt un chercheur, enseignant-chercheur ou ingénieur de recherche d'études qui est quand même habitué à manipuler ce genre de données. Oui, effectivement. Mais bon, ça c'est une autre question. Et qui connaît quand même un peu déjà les rudiments des inventaires de gaz à effet de serre. C'est vrai qu'il faut quand même un petit peu être sensibilisé à la question pour mener ce travail.
Voilà, donc sans plus tarder, on va passer aux résultats de notre approche. Donc, l'ISM en 2019, premier chiffre, notre empreinte carbone était de 1165 tonnes CO2 équivalent. Alors, peut-être ça ne vous parle pas trop. C'est l'équivalent d'environ 1200 Paris-New York, 180 000 hamburgers ou 13 millions de kilomètres en Clio. Mais le mieux, c'est de le ramener à un chercheur. Et on arrive à 5,5 tonnes CO2 équivalent par chercheur, donc que ce soit chercheur, enseignant-chercheur, personnel technique, postdoc-doc. Et au final, on voit que ce n'est pas du tout négligeable, parce que si vous vous souvenez, un Français moyen, un citoyen, dans sa vie de tous les jours, c'est 10 tonnes. Et donc là, on ajoute à ça ces 5,5 tonnes. Alors, je ne dis pas qu'on en est responsable, hein, il y a un service public et il faut les générer, mais ça reste non négligeable. À titre comparatif, un labo de sciences sociales va plutôt être aux alentours de 2-3 tonnes CO2 équivalent par membre, selon Labo 1.5. La chimie, de ce qu'on a vu, était entre 4 et 6 tonnes. Donc, on est dans la fourchette haute, on va dire, des émetteurs de CO2 en France. Alors là, on ne l'a pas différencié. L'empreinte carbone par chercheur, enseignant. Par publication. Non, alors ça, on n'est pas allé jusque-là. C'est facile, effectivement. C'est une très bonne idée. Oui, non, mais on prend toutes les publications de. Oui, non, mais après, on peut. Non, mais après, les chercheurs, ils vont vouloir être différenciés par ça. Non, mais c'est une très bonne idée. Ouais. Ouais. Alors, je vais continuer. Alors, c'est bien d'avoir les chiffres complets, c'est bien surtout de voir les postes les plus contributeurs. Et donc là, vous avez un petit peu notre camembert. Quels sont les éléments qui émettent du CO2 dans notre labo? Donc, le premier, à 44%, ça va être l'énergie. Je vais y revenir, un labo de chimie très énergivore, avec surtout la chaleur gaz. Deuxième élément, ce sont tous nos achats, notamment nos équipements et nos consommables. Et ensuite, ça peut être une surprise, mais au final, c'est ce qu'on retrouve dans les labos de chimie qui ont quand même beaucoup d'achats. Tout ce qui est mission et déplacement domicile-travail, finalement, sont relégués un petit peu plus loin. Donc, on a à peu près 18% là, donc, pour nos déplacements, équivalent domicile-travail et mission. On va maintenant faire un zoom sur chacune de ces catégories et ensuite, on vous détaillera les pistes d'action qu'on a essayé d'imaginer à l'horizon 2030 pour réduire chacun de ces postes. Chloé reviendra sur toutes ces pistes de réduction. Alors, l'énergie, déjà, on peut avoir un regard sur notre consommation énergétique en 2019, qui est assez phénoménale. 2 gigawattheures d'électricité et 1,7 gigawattheures de chaleur. Je vais vous donner après des éléments de comparaison. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, alors bien entendu, pour faire de l'énergie à partir du gaz naturel, on a un facteur d'émission bien plus grand que l'électricité qui est décarbonée. Donc, en émission de gaz à effet de serre, c'est la chaleur qui est le premier dans le poste de l'énergie, avec 385 tonnes CO2 équivalent, puisque le gaz naturel, c'est environ 300-400 grammes CO2 équivalent par kilowattheure, alors que l'électricité, on est aux alentours de 50-60 grammes CO2 équivalent par kilowattheure. Et donc, au final, en termes d'empreinte carbone, même si on consomme énormément d'électricité, c'est relativement faible dans notre bilan énergétique. Un petit focus électricité quand même, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui de l'université. Il peut y avoir des restrictions cet hiver sur l'électricité. Donc, on a quand même un petit peu creusé cette thématique. Donc, il faut savoir qu'au A12, on consomme sur un jour normal de semaine d'activité 6200 kWh par jour. Il faut savoir que si on prend le même bâtiment où il n'y a pas de recherche, comme le A21, qui est juste à côté, qui est un bâtiment de cours, mais qui fait la même taille, on est à 600 kWh par jour, donc 10 fois moins. En week-end, donc tout le monde rentre chez lui, on est à 5200. Donc au final, on voit qu'on gagne que 1000 kWh par jour travaillé ou non travaillé. Et ça, c'est dû, et on y reviendra plus tard, notamment à nos hôtes qui restent toujours allumés et qui représentent au moins 30% de notre consommation électrique. D'ailleurs, sur un jour de week-end où on arrête toutes les hôtes, on est à 4000 kWh par jour. Et si on arrête tous les moteurs des hôtes, on est à 2200 kWh par jour. Donc on voit que là,
ça va être le premier poste pour améliorer notre consommation électrique. Non, on ne peut pas le faire. Non, mais mieux gérer nos hôtes, on va dire. Alors, donc, 6000 kWh par jour. Il faut savoir que UB, sur un jour de septembre, alors c'est plus en hiver parce qu'il y a quand même des chauffages électriques, donc tous les bâtiments UB, donc là, ce n'est pas les bâtiments CNRS ni Bordeaux INP, mais c'est tous les bâtiments que détient UB. On est à 75 000 kWh par jour, donc on peut voir que l'ISM, c'est presque 10% de la conso de UB sur un jour non chauffé, on va dire. D'autres comparaisons par personne, donc en chauffage, on est à 7600 kWh par personne, alors qu'en France, en moyenne, à la maison, on est à 4000 kWh par personne. Alors sur un logement pas très bien isolé d'ailleurs. Et en électricité, on est à 10 200 kWh par personne et par an, alors que normalement, à la maison, on est plutôt à 5000 kWh par personne et par an pour une personne moyenne. Deuxième gros poste, donc 40% de notre empreinte carbone, les achats. Dans les achats, il y a deux gros éléments. Le reste, c'est plutôt peanuts. Nos équipements et ensuite tout ce qui est consommable. Consommables de labo, produits chimiques, gaz, petites verreries, etc. Dans l'équipement, on peut faire un peu un top 5 des équipements qui ont généré le plus de gaz à effet de serre pour leur fabrication et qui ont donc été achetés en 2019. Et on a pu identifier 5 équipements, on m'a dit, une HPLC, mais avec 2 autres modules d'HPLC. Donc en fait, là, on a 3 équipements d'HPLC. Un spectro-Raman, un microscope électronique TEM et un laser. Donc là, on avait déjà 5 équipements qui représentaient la grosse majorité de notre impact. Alors, ce qui était tout à fait logique parce que c'était le plus gros investissement financier. C'est pour ça qu'il se retrouve si haut dans notre bilan. Pour les consommables, alors il faut savoir que c'est le premier poste des consommables, ça va être les petits équipements de labo type pipette, gants, etc. à 32%. Les produits chimiques hors solvant, 26% de notre des consommables. Les gaz, ça se voit avec les produits chimiques. Les solvants, on y reviendra sur la question des solvants après. Et ensuite, toute la verrerie de labo. Et donc là, on a fait le tour des consommables et de leur empreinte carbone pour un budget de un peu plus d'1 million d'euros annuels. Sur les déplacements domicile-travail, donc déplacement domicile-travail, déjà, il faut savoir qu'on a eu 109 réponses sur les 222 membres de notre labo, donc soit 50%, ce qui est plutôt pas mal, hein, ce qui est conseillé en fait par Labo 1.5 comme taux de réponse. Et on a donc le site internet GES 1.5 extrapole ces réponses aux 222 personnes selon la classe, on va dire, enseignant-chercheur, ITA, doc, postdoc. Alors, en termes de kilomètres réalisés, alors sans surprise, c'est la voiture qui domine. On a plus de 60% de notre labo qui vient en voiture, et notamment aussi parce que ceux qui viennent en voiture habitent en général loin, et donc ça fait grimper les kilomètres. Mais on peut voir que c'est essentiellement quand même les enseignants, chercheurs et ITA qui prennent la voiture. Sur les autres modes de transport, on va voir plutôt la barre doc postdoc qui va plutôt venir en marche, vélo, bus, tramway. Un petit peu de train quand même si ça reste assez minoritaire dans notre bilan. Si on transforme ça en CO2, sans surprise, tous les modes thermiques de locomotion vont ressortir et tous les modes marche-vélo, vélo électrique, train vont largement être diminués donc en tonnes d'émissions CO2. Et sans surprise, donc c'est la voiture qui domine largement et qui est donc plus de 90% de l'empreinte carbone de nos déplacements domicile-travail et donc 8% de notre bilan entier ISM. Enfin, nos missions. Donc à l'ISM, on est à peu près à 400 missions, entre 400 et 500 missions par an, soit environ 2 par chercheur. Avec, et c'est bien, une grande majorité des missions, presque la moitié en train, donc 206 missions en train, et puis ça se partage entre avion et voiture. Si on transforme ça en kilomètres, bien entendu, on va avoir les vols internationaux qui vont représenter la plus grosse part des kilomètres, puisqu'on va très loin. Donc 1 million de kilomètres faits en avions internationaux à l'ISM en 2019.
contre 225 000 km en train. Et la voiture et l'avion domestique est plutôt négligeable dans ce bilan. Et si on transforme ça en CO2, on a 2 barres qui vont vraiment dominer notre bilan. Et là, ce n'est pas vraiment une surprise. Donc, dans les 104 tonnes CO2 équivalent de nos missions, tout est quasiment dominé par ces 2 barres, vols domestiques et vols internationaux, et notamment avec ces vols internationaux à 84 tonnes, et le train qui redescend à 0,9 tonnes. Pourtant, c'est lui qui a généré le plus de missions. Alors, rapidement, si on se compare avec d'autres labos du campus, on peut se comparer avec l'ICMCB. D'ailleurs, il y a Arnaud de l'ICMCB au fond de la salle qui a géré ce bilan carbone. Alors, ils sont arrivés à 1234. Alors, ils n'ont pas utilisé Labo 1.5. Donc, le scope, le périmètre d'étude n'est pas tout à fait le même. Donc, la comparaison est délicate. Mais on voit qu'on est quand même raccord entre 2 labos de chimie sur un plutôt axé chimie sur le campus, puisqu'ils ont le même nombre de chercheurs que l'ISM. Donc voilà pour cette partie quantitative, et Chloé va vous donner toutes les solutions pour diminuer de 35% en 2030. On arrête de travailler. Alors, voilà, merci. Donc du coup, moi, je vais revenir point par point sur tous les postes qu'on vous a évoqués auparavant. Donc déjà, on va reprendre l'énergie. L'université a clairement conscience que le bâtiment A12 est l'un des bâtiments les plus énergivores du campus. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas nous qui avons dit ça à sudouest.fr ou je ne sais quoi. Voilà, ça se sait depuis des années. Donc, en 2015, ils avaient déjà commencé par nous changer toutes nos fenêtres et mettre une de parois de verre, ce qui a permis, alors moi, je n'étais pas là, toi, tu étais là, mais ce qui a permis apparemment quand même d'avoir un plus chaud en hiver et surtout de supprimer les radiateurs électriques. Bon, le problème, c'est qu'elle n'est pas très bien faite et en été, il fait 50 degrés au plein sud, au 4e pour nous. Mais bon, ça c'est. Donc, on a gagné en chauffage électrique, mais on a perdu en clim. Donc, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, par rapport au chauffage, donc un des problèmes du chauffage, c'est qu'il est produit à partir de gaz naturel à l'heure actuelle. En 2026, apparemment, l'université va nous passer notre bâtiment en un mix énergétique géothermie et bois. Et donc ça nous permettrait d'économiser 300 tonnes d'équivalent CO2 par an à partir de 2026. Ensuite, nous, comme on est dans les radars de l'université, ils sont en train de nous installer par pièce des compteurs. Donc là, on a déjà des compteurs par demi-étage. On peut voir en temps réel, minute par minute, qui consomme quoi par demi-étage. On fait 8 demi-étages. Là, ils vont nous mettre des compteurs par pièce. Et on aura des amendes si on ne consomme pas, on doit diminuer de 3% d'électricité par an, en gros, pour tout le bâtiment, mais du coup, on saura par quelle équipe et quel labo. Et on devra payer. Donc, nous, on est parti du principe que, de toute façon, on allait devoir diminuer de 3% par an l'électricité. Donc, par rapport à ça, du coup, déjà, comme l'a dit Philippe, il y a les hottes. En fait, c'est énorme pour nous, la consommation électrique des hottes. Et donc nous, on a 217 Sorbonne, pardon, pas Hot, apparemment, c'est pas exactement pareil, et 66 qui ne peuvent pas être arrêtées parce qu'elles sont défaillantes, donc elles sont toujours allumées, c'est comme ça, on peut faire autrement. Ça représente à peu près 30% de la consommation d'énergie du bâtiment. Et alors, si on fait un peu de biblio, on voit que dans d'autres labos dans le monde, ça peut être jusqu'à 50% de la consommation énergétique du bâtiment. Donc, c'est des chiffres qui sont logiques. Et en fait, pourquoi ça consomme autant? C'est parce que déjà, il y a les moteurs en fait, sur le toit qui, en permanence, aspirent de l'énergie. Ils sont toujours allumés, on ne peut pas les éteindre pour des questions de sécurité. Après, chaque hotte, il faut imaginer comme si c'était une rampe à vide avec sa pompe en fait, qui tire. Et chaque hotte, c'est comme si on ouvrait une ouverture sur cette rampe à vide. On comprend bien que quand on laisse ouvert sur rien et qu'on fait vide de la pièce, eh ben, ça consomme à mort. Une hotte, c'est exactement pareil. Quand on n'est pas derrière et qu'on laisse le slash là, ouvert, et ben, du coup, elle va pomper pour faire du vide. Donc, il faut absolument déjà descendre les hottes quand on ne s'en sert pas. Ah oui, et l'autre part énergétique des hottes, c'est qu'il y a la compensation d'air. Donc, en hiver, on va chauffer l'air et en été, on va le refroidir. Donc, voilà. Donc, du coup, ces hottes, il faut vraiment les descendre. Et donc, il y a une consommation d'énergie de 75% entre une hotte ouverte et une hotte fermée. Donc, c'est vraiment la guerre pour fermer les hottes. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est que je sais pas ce que c'est, pas trop. Du coup, nous, ce qu'on préconise, je sais pas de quoi il parle, mais. Ah bon, merde. Bon, bref.
Du coup, nous aussi, ce qu'on préconise, c'est même d'éteindre les hottes, en fait, quand on ne s'en sert pas. Normalement, une manip, elle est fermée. Il n'y a rien qui est supposé s'évaporer à tout va, en fait, sous une hotte. Donc, quand vous lancez des manips, les ballons, ils sont fermés, tout est fermé. Et la hotte, elle peut s'éteindre. Et aussi les hottes où il y a les stockages des déchets chimiques. On ferme les bidons le soir en partant, on éteint la hotte. Le matin, on arrive, on allume la hotte. Elles n'ont pas besoin d'être allumées la nuit, en fait. Ensuite, un autre point, c'est... Alors, nous, on n'est pas concernés, mais on vous le dit parce qu'on sait que vous êtes concernés. Apparemment, il y a les super congélateurs. On pourrait les passer de moins 80 à moins 70 degrés. Jean-Christophe qui hoche la tête. Donc, nous, on n'est pas concernés, mais apparemment, donc, ça permettrait d'économiser 30% d'énergie. Bien sûr, pas de total, mais de ces congélateurs. Deux autres points, en fait, pour essayer de vous en souvenir, c'est tout ce qui consomme, c'est ce qui fait du vide, ce qui fait du froid, ce qui fait du chaud. Déjà, vous essayez de battre ça. Après, il va y avoir les étuves. Avoir une étuve allumée à 50 degrés pour sécher 3 tubes RMN, je ne suis pas sûre que ce soit très utile. Et avoir des bains de rota en permanence à 50 degrés toute la journée, alors qu'on a juste évaporé 3 ml d'acétone le matin, ça se coupe en bain de rota, en fait, quand on n'est plus là. Donc, tout ce qui, voilà, pour vous en souvenir, ce qui fait du vide, ce qui chauffe, ce qui fait du froid. Et ça n'impacte pas notre activité de recherche. Ensuite, on a fait un zoom, nous, sur les achats, et notamment, on s'est intéressé aux solvants. Donc, à l'ISM, en 2019, on a acheté 10 600 litres de solvants. 80% de ces solvants sont inflammables, 20% sont halogénés, et ça représentait 23 000 €. Nous avons jeté 10,6 tonnes de déchets, 6,2 tonnes de liquide, 4,4 tonnes de solide. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le savoir pour faire votre bilan de gaz à effet de serre. On vous le dit parce que nous, on l'a calculé par ailleurs. Sachant que les déchets à l'heure actuelle de l'Université de Bordeaux sont retraités à Lyon. Donc, nos poubelles partent en camion pour être incinérées à Lyon. Ça n'a absolument aucun sens. Alors, après, on s'est focalisé sur l'acétone. Donc, nous, on achète 3 700 litres d'acétone par an et ça représente à peu près 50% de nos solvants inflammables, 5 200 €. Et ça nous coûte à peu près 1 000 € pour détruire cet acétone. Alors, vis-à-vis de cette question d'acétone, on s'est rendu compte qu'on avait un distillateur d'acétone qui dormait dans notre sous-sol et qui avait été acheté, je crois, il y a 10 ans, qui n'avait pas été utilisé. Donc, on s'est dit, ah ben tiens, ça serait pas mal de l'utiliser pour réduire à la fois les coûts liés à cet achat d'acétone et à son retraitement, mais aussi à l'empreinte carbone liée donc à l'achat, au transport et au traitement en fin de vie de cet acétone. Donc, avant d'essayer d'installer cet appareil, on a quand même fait une petite étude pour voir si on était bel et bien gagnant en termes de CO2 et d'euros, puisque bien entendu, il faut de l'électricité pour faire marcher cette machine. Et donc, on a fait un petit calcul d'empreinte carbone où on a comptabilisé donc, le scénario actuel, donc où on produit, donc c'était 3200 litres d'acétone. Non. On achète 3700 litres. Donc, la production de 3700 litres d'acétone, son empreinte carbone, elle est là, hein, c'est environ 7126 kg CO2 équivalent, hein, 1 kg d'acétone, 2 kg de CO2 pour être produit. En orange, c'est le transport de l'acétone en fin de vie, on va dire, jusqu'à Lyon pour qu'elle soit détruite. Et en gris, ici, c'est l'incinération de l'acétone qui va générer donc du CO2 lors de son traitement en fin de vie. Donc, si on arrivait à recycler 50% de notre acétone avec cet appareil, hein, qui peut contenir 50 litres d'acétone par batch, donc on pourrait... 50, mais ils ont testé à 20. Ouais. Donc, si on arrivait à recycler 50% de cet acétone, donc bien entendu, la production, transport et fin de vie de l'acétone serait divisée par 2. Et on a ajouté à ça la consommation électrique associée à l'appareil et au système de refroidissement avec l'appareil. On a pris des hypothèses où on a plutôt surestimé cette consommation électrique pour pas avoir d'erreur. Et on a comptabilisé en fait 130 kg CO2 équivalent liés à la consommation électrique, ce qui est largement plus faible en fait que ce qui permet de largement diminuer notre bilan complet sur l'acétone. Donc on pourrait passer assez simplement de 14 tonnes à 7 tonnes. En termes de prix, alors l'électricité est assez chère aujourd'hui, donc on ne divise pas par 2, mais on passe de 6 200 € à 3 500 € liés à l'acétone. Alors ça, c'est 1,5% de réduction sur notre post-achat. Ça peut paraître très faible, mais comme on l'a vu tout à l'heure, nos achats, il y a plein de postes. Donc pour réussir à diminuer, il va falloir jouer sur chacun de ces petits postes.
D'un point de vue concret, donc on a annoncé en juillet dernier qu'on souhaitait remettre en place cet appareil à l'ISM. Il y a eu un groupe de travail qui a été fondé en septembre 2022, qui a directement installé cet appareil et qui a un test jusqu'à décembre. Donc, on va tester pour voir si ça marche bien. Si aussi les différents groupes souhaitent utiliser, bien entendu, enfin, vont jouer avec nous pour recycler leur acétone. Et on espère donc pouvoir, alors, on ne va sûrement pas arriver à 50% de l'acétone recyclé, mais on espère en 2023 déjà faire des économies là-dessus. Merci, je reprends le reste. Donc, en termes d'achat, après, c'est un peu comme à la maison. Il faut essayer de penser achat de deuxième main ou alors peut-être plus finalement vider ses caves des objets inutiles et les donner et les emmener au recyclage. On peut aussi imaginer que, par exemple, dans des laboratoires où ils font de la chimie théorique ou de l'informatique, ils ont besoin de super ordinateurs auxquels nous, on n'a pas forcément besoin. Donc, quand eux, leurs ordinateurs ne sont plus bons pour eux, nous, on peut tout à fait les récupérer pour des stagiaires, des choses comme ça. Donc, essayer de voir, en fait, avoir une sorte d'économie circulaire entre les différents laboratoires, au moins même d'un même campus. Et il y a 2 plateformes qui existent pour ça, hein. Il y a une plateforme du CNRS et une plateforme développée par le gouvernement où vous mettez vos annonces et les gens, ils viennent récupérer. En plus, vous n'avez même pas besoin de les emmener à la déchetterie, c'est génial. Après, nous, c'est un peu particulier pour l'ISM, mais je sais que ce n'est pas le cas du CRPP et du LCPO, mais nous, chaque équipe, nous sommes 10 équipes, a ses propres produits chimiques et a ses propres appareils et rien n'est partagé. Nous n'avons même pas accès aux listes des produits chimiques des autres. Donc, du coup, c'est peut-être pas votre cas, mais en tout cas, il faut réfléchir à plus de partage, plus de collaboration. Et même si ce n'est pas au sein d'un même bâtiment, ça peut être imaginé au sein d'un campus. En fait, il n'y a pas vraiment de raison que si tel labo a acheté tel appareil, les autres labos ne soient pas au courant et ne puissent pas venir s'en servir. L'idée derrière ça, c'est d'arriver à optimiser les appareils, je ne sais pas, à 80% de leur utilisation. Des appareils qui sont achetés et qui dorment, en fait, ça ne sert strictement à rien. Une RMN, elle tournera, ou une RPE, je ne sais pas, elle tournera, quelle que soit, elle sera refroidie, elle sera toujours là, en fait, donc autant s'en servir, en fait. Et du coup, ça peut aussi passer par peut-être plus de partage des humains, je ne sais pas comment dire ça, mais typiquement des anciens métiers comme les réparateurs de verre, des choses comme ça, des gens qui peuvent réparer en fait des machines et que ce soit des postes en fait qui existent vraiment à l'université ou dans des labos et aller vers plus de partage. Ça, on ne peut pas le quantifier, mais bon. Donc, pour revenir sur les déplacements domicile-travail, donc on a 60 personnes sur 68 personnes qui viennent en voiture qui la prennent tous les jours en 2019. Ça veut dire qu'il y a déjà quand même 8 personnes qui faisaient l'effort de ne pas prendre leur voiture tous les jours pour venir travailler. Donc, si on regarde les gens qui viennent tous les jours en voiture au travail, voilà les répartitions en kilomètres de leur distance domicile-travail. Donc, nous, on s'est dit que si tout cela, de 0 à 5 km, ils ne venaient plus en voiture, mais ils venaient à pied ou en vélo ou en transport en commun, ça permettrait d'économiser 5 tonnes d'équivalent CO2 par an. Ceux qui habitent entre 5 et 10 km ne viennent plus en voiture, mais viennent en vélo électrique ou en transport en commun. Ça permet d'économiser 15 tonnes d'équivalent CO2 par an. Et enfin, ceux qui habitent le plus loin, en fait, ils font 1 jour par semaine de télétravail. Ça peut être aussi faire 2 jours par semaine de covoiturage ou venir en train. Mais l'idée derrière ça, c'est d'arrêter de se dire que tous les jours, quoi qu'il se passe, je prends ma voiture. Je n'ai peut-être pas besoin tous les jours d'emmener mes enfants, je ne sais pas. Oui, il ne pleut pas tous les jours, donc il faut être flexible et se dire que j'adapte mon mode de transport à ce que j'ai à faire dans la journée. Donc, la somme de tout ça permettrait d'économiser 38 tonnes d'équivalent CO2 par an et ça permettrait de faire diminuer 30% l'impact carbone sur nos déplacements domicile-travail et 3% du total de l'ISM. Faire du vélo, c'est bien pour votre santé et c'est aussi bien pour le porte-monnaie. Et d'ailleurs, les tutelles nous donnent 200 € par an pour utiliser des mobilités douces pour venir au travail. Une autre réflexion qu'on se pose, c'est est-ce que ce ne serait pas bien de développer des vélos sur le campus, notamment pour les enseignants-chercheurs ou profs, par exemple, qui ont en fait des déplacements à faire sur le campus dans la journée. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des vélos partagés? Puis nous, Néo A12, on va manger au CNRS qui est là, donc on passe notre temps à se balader sur le campus. Et voilà, donc nous, on va voir si on ne peut pas acheter quelques vélos, parce qu'on a une cage sécurisée, des vélos pour l'ISM, qui soient pour les gens de notre bâtiment. Ensuite, par rapport aux missions, alors là, c'est le truc à chaque fois, genre, on ne va plus pouvoir aller en mission, c'est horrible. Alors, donc les missions.
comment ça se répartit? Du coup, nous, on avait donc ces missions entre l'avion domestique, l'avion international, la voiture et le train, qui émettait autant de tonnes de CO2, voilà, ce qu'on a vu avant. Donc nous, on s'est dit que, en fait, si on ne prenait plus l'avion en France, plus du tout, du coup, ça permettrait d'économiser 11 tonnes de CO2, donc on fait du train à la place de l'avion, soit 11% de notre impact sur l'émission. On a choisi ça parce qu'en fait, à l'heure actuelle, nos tutelles nous demandent de ne plus prendre l'avion pour des trajets inférieurs à 3 heures. Il y a des laboratoires qui vont plus loin, par exemple l'Institut Nel à Grenoble, qui ont fait des chartes d'éco-responsabilité et qui demandent à ne plus prendre l'avion pour les trajets de moins de 6 heures. Finalement, en France, il n'y a pas beaucoup de destinations à partir de Bordeaux où on ne peut pas aller en moins de 6 heures. Donc nous, on s'est basé là-dessus. On verra après. C'est une approximation, évidemment, mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Et après, on peut aller en train à Barcelone ou à San Sebastián. Nous, on a fait ça grossièrement. On n'est pas prendre un par un toutes les lignes. Après, pour les déplacements internationaux, on a choisi de prendre le parti de ne pas limiter en termes de nombre de déplacements internationaux, mais c'est se dire qu'il y en avait 30% qu'on faisait en visioconférence. Comment on peut faire ce choix? On peut se poser la question, pourquoi je vais faire une conférence? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour mon équipe? Est-ce que je dois rencontrer des gens? Est-ce que je dois faire une présentation d'1 heure et faire l'aller-retour dans la journée? En fait, c'est ces questions-là qu'il y a derrière. Il faut réfléchir pourquoi on va à une conférence, qu'est-ce que ça nous apporte en tant qu'individu et qu'est-ce que ça apporte à notre équipe, à notre laboratoire. Donc, faire ça permettrait d'économiser 24% des émissions carbone liées aux missions. Donc, on ne change vraiment pas le nombre de missions, on réfléchit juste plus la manière dont on les fait. Nous, par exemple, à l'ISM, on organise maintenant, depuis le mois d'avril, des conférences mensuelles. Et donc, nous avons fait le choix que les invités que nous aurions ne viendraient que par train. Donc, on a une personne qui est venue de Strasbourg en train et une qui va venir du sud de Biarritz en train. Et les internationaux que nous ne les invitons que si c'est lors d'un grand séjour en France. On ne les fait pas venir juste pour faire une heure de séminaire à l'ISM. Alors, les trains, alors ça c'est rapide, hein. Mais les trains directs depuis Bordeaux, voilà une carte. Hein. Donc, on peut aller jusqu'à Marseille, on peut même aller jusqu'en Belgique et à Strasbourg. Et nous, du coup, on a trouvé une autre carte, enfin, il y a une carte qui traîne sur Twitter depuis 2 semaines. Là, c'est la carte qui permet de dire depuis une ville en combien de temps on peut aller d'autres endroits en moins de 5 heures. Donc, on voit qu'on peut aller à Lyon en moins de 5 heures, dans l'Est, en Belgique. Et puis nous, on s'est un peu amusé. On a quand même dit qu'on pouvait aussi aller quand même aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, à Barcelone, sur un temps raisonnable. Derrière, évidemment, il faut aussi toujours de la flexibilité, c'est-à-dire que, OK, il faut que je parte en conf un dimanche, mais je n'ai pas envie de partir à 7 h du matin un dimanche matin parce qu'en fait, ça me gâche mon dimanche. Tant pis, je pars en avion le soir. Par contre, le retour, j'ai le temps de le faire, je le fais en train. Et là, vous avez divisé par 2 vos émissions dues à votre mission. Donc, il faut vraiment avoir de la flexibilité et essayer d'adapter chaque situation à ce qu'elle est. Donc, en fait, la somme de toutes ces… Là, on résume en fait tout ce qu'on a proposé. Du coup, entre 2019 et 2020… Enfin, alors, attendez, là, il faut que je me remette dans le truc qui date d'il y a quelques mois. Alors, du coup, donc, chaque année, on diminue de 3… Tu sais, tu rappelles ? Alors, en fait, ce qu'on a modélisé… 2023, on a considéré qu'on mettait en place l'acétone et qu'il y avait le 1,5% de l'acétone, c'est peanuts, et que mission et domicile travail, on le faisait en une année. Alors, donc là, en fait, c'est les 2 bleus qui diminuent. En 2026, on a la nouvelle chaudière à Bordeaux, biomasse, bois et géothermie. Donc, on réduit là de 300 tonnes nos émissions de CO2. Et jusqu'en 2030, on arrive à baisser de 3% l'électricité par an et 3% aussi nos achats. Bon, ça, on n'a pas d'action spécifique, mais on espère, pour arriver à ce fameux objectif de moins 35%, qui nous semble atteignable, ou en tout cas essayer. Voilà. Pour conclure, alors il n'y aura pas de petite licorne qui va descendre du ciel pour nous sauver. Chacun doit prendre ses responsabilités. Personne ne va le faire à notre place. Donc, l'évolution écologique de notre recherche de la société va être basée sur 3 piliers. Il y aura des améliorations technologiques, mais étant donné ce qu'on nous demande d'ici déjà 2 ans ou 10 ans, elles ne sont pas là en fait. Donc, on ne va pas pouvoir compter que là-dessus. C'est pas possible. Donc, il va falloir qu'individuellement, on passe par plus de sobriété et plus de réflexion dans nos modes de vie. Et
enfin, malheureusement, si on n'est pas capable de le faire, en fait, les règles vont venir d'en haut. Ce seront les tuts, ce sera le gouvernement qui va nous les donner. Et c'est beaucoup plus difficile d'accepter une règle quand elle est imposée que quand on s'est fait à l'idée et qu'on a choisi nous-mêmes ce qu'on voulait y mettre. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup. On va commencer à prendre quelques questions dans la salle. On peut prendre aussi des questions sur Zoom à travers la discussion. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est super ce que vous faites et je pense que c'est même très courageux de venir présenter ça dans un laboratoire où vous avez, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vous scrutent quand vous faites ce genre d'exercice. On n'a plus le droit de venir en voiture. Ah oui, c'est ça. Ils font des pierres du audio à 12. Mais... J'ai plein de questions, mais une en particulier, vous vous êtes intéressé beaucoup au trajet domicile-travail, donc qui repose en grande partie sur les décisions individuelles des gens qui viennent au travail, donc c'est un petit peu extérieur au laboratoire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte non plus l'alimentation? Parce qu'il y a quand même un quart, un tiers de l'alimentation qui est mangée pour le travail. Alors c'est vrai que c'est une question... alors, normalement, comme on a dit au début, on essaie de prendre en compte ce dont le labo avait une influence. Alors c'est vrai que le labo n'a pas forcément une influence sur tout ça, mais bon, le labo, il peut quand même offrir des vélos, enfin, mettre des vélos à disposition. Il peut aussi accepter le télétravail. L'alimentation, c'est vrai qu'on s'est dit que c'était très externe à l'ISM, que c'était très Crous ou très, on va dire, la cantine du CNRS. On aurait pu en soi, pour donner un ordre de grandeur, mais on se voyait difficilement, on va dire, proposer des pistes de réduction vis-à-vis de ça. À titre indicatif, oui. Et après, pour une raison très spécifique, c'est qu'en fait, Labo GES 1.5 ne prend pas en compte la restauration. Donc, on aurait pu le faire dans un coin de fichier Excel aussi. Ça aurait été possible, mais ça demandait quand même un travail supplémentaire qui n'était peut-être pas la première action. Après, tu veux peut-être compléter aussi là-dessus. C'est-à-dire que ça, en fait, effectivement, le labo peut avoir un impact sur l'université et le campus, c'est-à-dire mettre à disposition des cages à vélo, ce qu'ils sont en train de faire, mettre à disposition des transports en commun qui sont efficaces, etc. Alors que l'alimentation, effectivement, même si c'est très important, c'est vraiment très personnel. Après, ça n'empêche pas d'être en contact avec les cantines et leur demander d'avoir moins de bœuf à la cantine ou moins de moutons. Enfin, ça n'empêche pas. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Enfin, voilà, Oui, merci pour votre présentation. Je me demandais, vous avez dans le bilan, vous avez évoqué, il y a une grosse partie, c'est les consommables. Et vous n'en avez pas trop parlé. Est-ce que vous avez des pistes? Et je pense à tout ce qui est jetable, tout ce qu'on balance dans les poubelles. Alors moi, je vais botter en touche. Vous êtes deux labos de polymères. Je pense que vous êtes hyper bien placés. Donc, vous allez nous proposer des solutions, puis on va les prendre. Donc vous y avez réfléchi, j'imagine quand même. Mais en fait, on a mis ça sous le tapis. Ouais, on n'a pas de piste concrète. On n'a pas réussi à... Et en fait, je savais par ailleurs que typiquement, à LCPE, il y a quand même des réflexions là-dessus, je crois. Et du coup, on s'est dit, en fait, on ne va pas tous pouvoir tout faire. Donc, l'idée, c'est de partager les solutions et de quelqu'un a une bonne idée, on la prend. On ne va pas tous à chaque fois réinventer la bonne idée, quoi. Merci. Bon, merci, c'était super. Bon, j'ai des milliards de questions, je ne vais pas les poser. Non, c'est juste, vous n'avez pas du tout évoqué l'électricité, mais la consommation due au trafic Internet, aux mails, aux pièces attachées. Je pense que c'est beaucoup. On a du mal en fait à le cerner. Je ne sais pas qui est capable de faire ça réellement. Alors, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce qu'il y a des outils qui permettent On y a pensé. Alors, sur l'aspect très technique, effectivement, il n'y a pas la petite case gigaoctet ou téraoctet dans l'outil. Donc ça, c'est la réponse technique. Ensuite, c'est vrai qu'on aurait pu demander à UB combien de data transite par notre bâtiment. Je pense qu'ils sont capables de nous le dire. Après, c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir un facteur d'émission de CO2 équivalent par gigaoctet. Parce que de ce que j'ai compris, l'infrastructure, elle est existante dans tous les cas. Donc, qu'il y ait trafic ou pas, ça ne va pas changer énormément. Alors après, effectivement, le trafic, enfin, l'infrastructure, elle est existante parce qu'on a demandé ce trafic-là. Mais on va pas, si on arrête de faire du téléchargement ou de regarder nos vidéos, ça ne va pas forcément modifier le fonctionnement des serveurs, à ce que j'ai compris. Donc, c'est une question très difficile. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas non plus abordé. Après, il y
Il y a un facteur d'émission CO2 par gigaoctet, mais voilà, où c'est qu'est passé ce gigaoctet, sur quel serveur, ou sur la Terre, c'est pas évident. Et juste, on a un serveur quand même de chimie. La chimie théorique a un serveur au bâtiment et il est comptabilisé parce qu'il est comptabilisé dans notre électricité. On le voit là, en fait. Il a été comptabilisé dans les achats parce qu'il a été acheté en 2019 et il est aussi comptabilisé dans l'électricité. Donc, ce serveur local, on l'a, nous. On le voit. Et alors, si quand même, vis-à-vis de ça, on dit que 80% aujourd'hui du trafic Internet, c'est de la vidéo. Nous, après, on sensibilise là-dessus sur ces ordres de grandeur, mais on ne l'a pas quantifié dans le bilan. Oui. Numérique. Mais oui, c'est une très bonne question. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à. Enfin, voilà, le bilan, il vaut ce qu'il est avec ces postes qu'on a chiffrés là, en fait. Enfin, il faut le prendre en tant que tel. Alors, j'ai 2 questions sur Zoom aussi. La première question, c'est passer de moins 80 à moins 70 risque-t-il d'avoir un impact négatif sur la conservation de nos échantillons biologiques, enzymatiques et bactéries? Alors, Jean-Christophe va répondre. Ça, c'est une question à regarder. Donc, au niveau de ce site web, il y a des réponses pour certains échantillons biologiques, donc pour lesquels il n'y a pas de problème pour passer de moins 80 à moins 70. Évidemment, il n'y a pas de réponse universelle, on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas de problème, mais l'idée là, ce serait aussi de partager les informations sur les différents labos qui ont fait ces transitions-là pour voir dans quel cas ça pose problème et dans quel cas ça ne pose pas de problème. Entre moins 80 et moins 70, il n'y a rien au niveau physique qui détermine un changement. Il y a des transitions apparemment au niveau de la glace qui se passe aux alentours de moins 60 degrés. Donc, moins 60 degrés, c'est une température, pour le coup, où il peut se passer quelque chose. Entre moins 80 et moins 70, c'est juste un choix qui a été fait dans les années 90 des fabricants de frigos de passer à moins 80, alors qu'avant, on était à moins 70. Donc, a priori, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en passant à moins 70. Donc, là, une réponse, ce serait déjà, au moins transitoirement, pour des échantillons dont on sait qu'il n'y a pas de problème, de passer le frigo à moins 70. Et puis, pour ceux où on est encore en phase de doute, de faire des tests, de regarder et de faire la transition tranquillement sur plusieurs années. Et aussi, même si ce n'est pas des super congélateurs, enfin, ranger les frigos plutôt que d'en acheter un nouveau. Enfin, ranger les frigos, les congélateurs, faites du tri. On est envahi de trucs dont on ne servira plus jamais. Il faut savoir s'en débarrasser plutôt que de racheter des nouveaux appareils. Alors, une deuxième question sur Zoom. Avez-vous évalué le coût du transport terminal dans le coût des consommables? Avez-vous pensé à un regroupement des achats ou magasins? Alors, le coût du transport des matières, enfin des achats que l'on fait. Le déchet? La livraison, je pense, oui. Alors, ah non, alors là, là, on touche à la limite de l'outil qu'on utilise et des facteurs d'émission. C'est-à-dire que là, pour tous les achats, on a 1 kg CO2 équivalent par euro et par nacre, mais il n'est pas du tout différencié selon le mode de livraison. Si ensuite on veut aller plus loin sur les achats, on est obligé de faire des études spécifiques avec des outils un petit peu plus précis. Là, avec les achats, on a vraiment un ordre de grandeur général avec une grande incertitude. On n'est pas du tout capable aujourd'hui, effectivement, simplement en tout cas, de différencier ça. Il faudrait faire des calculs annexes. Qu'on prenne les BL et tout, savoir combien pour chaque achat. Non, même l'outil serait trop complexe. Oui, j'avais une question sur la mobilité en fait, des personnels pour venir depuis le domicile. En fait, vous ne mentionnez pas du tout la voiture électrique. Si, en fait, elle est mentionnée indirectement, c'est-à-dire que quand les gens remplissent le questionnaire, là, ils disent par quel mode de transport ils viennent. Donc, en fait, quand nous, on passe du nombre de kilomètres aux émissions, là, il y a déjà la voiture électrique qui est prise en compte. Et du coup, vous ne le préconisez pas comme… Parce qu'en fait, on s'est dit que c'était quelque chose d'onéreux, que ça représente… On a essayé de trouver des solutions qui nous paraissaient accessibles à chacun. Et qu'acheter une voiture électrique, ce n'est peut-être pas le cas de tout. Tout le monde ne peut pas faire ça. Par contre, faire 1 jour par semaine de télétravail, il y a quand même beaucoup de fonctions dans lesquelles on peut le faire. Ou faire du covoiturage. Mais effectivement, c'est un très bon point. Mais nous, on a essayé de trouver des solutions où, en gros, presque du jour au lendemain, on peut prendre cette décision-là. Mais c'est vrai que ça pourrait être une idée de dire 10% de ceux qui viennent de loin et en voiture et faire la petite réduction. On n'y a pas forcément pensé. Non, je fais ce commentaire parce qu'elles deviennent de plus en plus accessibles. Après. Oui.
il y a des évolutions qui vont dans ce sens-là. Après, le deuxième commentaire aussi, c'est l'impact du train par rapport aux autres modes de transport. Ça dépend énormément du mix énergétique, en fait. Oui, tout à fait. Donc là, on a un très bon rapport en France. Mais si du coup, on prend le train en Espagne ou dans un autre pays, ce n'est pas du tout le même ratio. Et à la limite, ce que vous montrez avec la Pologne, ça peut faire que le train en Pologne, ça pollue quasiment autant que l'avion. En fait. Ah oui, une voiture électrique ou un train électrique en Pologne sera pire que du thermique. Après, voilà, c'est vrai que nous, on a regardé uniquement le train domestique. On n'est pas allé voir à l'étranger, mais c'est vrai que tout ce qu'on a dit là, si on devait le présenter à des chercheurs internationaux, il faudrait en tout cas préciser que c'est un modulo mix électrique français. Parce que même notre labo en Pologne, le pourcentage d'électricité, il exploserait avec notre consommation de gigawattheure. J'ai deux petites questions. Est-ce que le logement durant l'émission est pris en compte? Oui. Et alors l'autre question, c'est sur les gros équipements, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup au niveau justement des demandes d'achat qu'on fait d'évaluer plus précisément l'impact carbone et d'évaluer l'impact carbone des équipements? Oui, faire le choix, enfin une partie du choix par rapport à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aucun constructeur ne le fournit. Déjà, ça, c'est normalement bientôt. Oui, on espère, mais bon, nous, pour avoir... Alors, dans Labo 1.5, il y a un groupe de travail sur cette question de l'empreinte carbone des équipements spécifiques. Alors, il y a des données qui vont être générées, mais pour le moment, en fait, c'est juste on ne sait pas, en fait. Donc, c'est compliqué à quantifier. Après, on peut faire en Euronac, c'est la même chose. Ça va oui, donner mais une fourchette. et c'est limite qu'il a. Limite. Ouais. Mais ça, j'ai vu que justement, que on aurait aussi le droit, a priori, dans nos appels, quand on achète un gros équipement, de demander spécifiquement que le bilan carbone de l'appareil soit pris en compte et pas que le prix maintenant. On pourrait demander ça. Et en fait, on s'est un peu posé la question derrière. Si on a une ANR avec 500 000 euros, qu'est-ce qu'on fait de ces 500 000 euros? Si on achète un équipement qui vaut tant, ou qu'est-ce qu'on prend un postdoc à la place, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est hyper compliqué parce que ça dépend quel est le mode de vie du postdoc, comment il vient au labo. Enfin, et en fait, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est des questions qui sont hyper intéressantes et que je pense que chacun doit se poser la question, essayer de prendre du recul sur le fait que chaque chose qu'on fait de toute façon a un impact. Alors, on essaie de faire un compromis qui nous paraît le mieux ce jour-là et on fait ce qu'on peut au mieux. Et par rapport à la question des hôtels, il est pris en compte parce qu'en fait, on sait tous les achats qui sont pris en compte, tous les euros entrants et sortants du labo sont pris en compte. Donc, du coup, ils y sont là-dedans dans le daily life. Oui. Par contre, quand on est invité dans un labo, on compte pour l'impact carbone du labo qui nous invite. Nous, on a aussi l'impact carbone des gens qu'on a invités, du coup. Voilà. On prend deux dernières questions ici. Merci. J'ai une question pour la suite. Là, vous allez devoir vous approcher de vos collègues. Et je voulais savoir si vous allez mettre en place surtout des recommandations ou est-ce que au sein du labo, vous discutez aussi de prise de décision plus coercitive et voire des obligations. Alors nous, on a un très gros labo. Hein. Donc déjà, je pense qu'on discute moins dans les couloirs que vous. Par exemple, pour la carte des trains, là, elle a été affichée ce matin, a priori, je crois, dans le service d'émission. Enfin, on se dit, bon, c'est des petites actions comme ça, mais un peu essayer de rappeler au quotidien qu'est-ce qu'on peut faire. L'acétone, on l'a mis en place assez rapidement. Pour les séminaires, c'est déjà mis en place. Il y a quand même des choses qu'on a quand même déjà mis en place, en fait. Et on sait par ailleurs que comme l'université, il nous avait parlé de faire une charte, en fait, que l'université de Bordeaux fasse une charte. Il est en train de réfléchir à écrire une charte écologique. Je pense que les chartes arriveront de plus haut, alors quand, je ne sais pas. Après, l'autre difficulté, c'est de communiquer aux gens. Donc, par exemple, on a fait cette présentation devant tout le labo en juillet sur la journée du labo. Et je pense qu'il y avait 2 fois moins de personnes qu'aujourd'hui au CRPP et quasiment aucun chef de groupe. Et finalement, on ressent quand même une difficulté de communiquer l'information. Alors, à la direction, ça va, mais sur les chefs de groupe, et vu qu'on est 10 groupes, c'est plus compliqué. Puis on a des activités hyper variées. Je veux dire, l'astrochimie, eux, ils ne consomment rien, ils ont juste des ordinateurs. Donc, on ne peut pas du tout imposer la même chose à l'équipe qui fait... je veux stigmatiser personne, mais du coup, ceux qui font de la synthèse, dont nous, ou une équipe qui est juste sur un ordinateur. C'est à chacun de se dire qu'est-ce que je peux faire moi dans ma recherche. Et puis, on est les mieux placés pour savoir ce qui va nous pénaliser ou pas a priori dans notre propre recherche. Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Ça vient du haut et ça va être des règles générales qui ne vont pas forcément s'appliquer. Une question ici.
Oui, bonjour, merci. Félicitations pour la démarche et la présentation. C'était vraiment très intéressant et très parlant. J'avais une question un tout petit peu technique méthodo, c'est-à-dire il y a le gros poste des achats sur lequel effectivement il y a beaucoup d'incertitudes parce que c'est basé sur le côté coût. Et puis c'est compliqué à faire évidemment, enfin c'est très compliqué à faire un inventaire exhaustif. Mais est-ce que ça sera envisageable d'échantillonner, c'est-à-dire de chercher peut-être les plus grandes masses, ou peut-être par échantillonnage un peu systématique, mais d'essayer d'avoir quelques informations sur des produits représentatifs, quelque chose comme ça, pour permettre d'avoir une idée un peu sur l'incertitude, puis de la restreindre un petit peu si c'est possible. Alors, vis-à-vis de cette question-là, on ne va pas le faire en local, enfin, ce n'est pas nous qui allons faire ça, mais toutes ces questions, elles sont traitées par le GDR 1.5. Avec Chloé, d'ailleurs, on en fait partie, donc on participe à ces travaux. Et donc, ça va plutôt être fait à l'échelle nationale. Et donc là, on attend, on va dire, l'avancée des travaux, mais il y a beaucoup de groupes de travail. Il est prévu de, par exemple, démonter des machines, regarder ce qu'il y a comme matériaux, faire des empreintes carbone sur des machines spécifiques, sur des consommables. Donc là, on va laisser un petit peu le temps pour que ce soit développé, ensuite mettre à jour nos facteurs. Tu l'avais fait pour l'HPLC avec tes étudiants. Oui, mais que pour un seul équipement. Oui, mais du coup, il spécifique. avait retrouvé que quand il était monté une HPLC, il retrouvait bien le même correspondance euro-code-nacre quand même. Ouais, en fait, finalement, on était plus bas. Mais... Ah bon, merde, pardon. Mais bon, oui, c'est des travaux en cours, mais voilà, on y travaille. Oui, je voulais juste faire un commentaire par rapport à ce que vous disiez avant également. En fait, je pense que ce qui est important aussi, parce on se dit d'en haut vont venir peut-être des mesures plus coercitives qu'on acceptera plus difficilement. Mais je pense aussi que pour qu'on arrive à motiver les gens à l'échelle individuelle, on va dire, ou dans les laboratoires, il faut aussi qu'on sente qu'au niveau institutionnel, on est aidé, et aidé, par exemple, sur des grosses opérations que nous, on ne peut pas faire. C'est-à-dire, on voit bien qu'un des gros postes, par exemple, de déperdition énergétique, c'est l'isolation des bâtiments, les modes de chauffage. Si on chauffe au gaz, qu'on a des vieilles chaudières, par exemple, on sait qu'on consomme beaucoup plus. Et en fait, ça, on n'a pas la main là-dessus, nous, en tout cas, à l'échelle du laboratoire, et on a besoin. Et je pense que si on est aidé de ce point de vue et qu'on sent qu'en fait, les institutions mettent des moyens pour nous faire avancer là-dessus, on sera aussi beaucoup plus enclin, nous, à faire des efforts qu'il faut au niveau local, on va dire. J'ai l'impression qu'à UB, c'est le cas depuis quelques temps. Je trouve que nous, on est entouré là, de panneaux solaires. Au CNRS, ils nous ont mis je ne sais pas combien de trucs pour les vélos. Nous fait des enquêtes pour le moment. Pour le coup, ce que j'allais dire, comment vous pensez faire des économies dans l'année qui vient? Et en fait, on a envie de leur répondre, on fera notre maximum, mais par contre, on a vraiment besoin de votre aide aussi, quoi. Ce que j'allais dire, c'est que nous, on n'est pas du tout. En fait, on est en contact avec nos tutelles, mais c'est pas vrai. On est en contact avec l'Université de Bordeaux et Bordeaux INP. Mais CNRS, on n'est jamais entendu parler pour le moment. Donc, s'ils nous écoutent, un petit appel. Allez, on prend une dernière question. Oui, bonjour. C'est plus un commentaire qu'une question. C'est simplement pour vous dire qu'à la Maison pour la Science, on a fait pas mal de formations sur les problèmes de changement climatique, de l'énergie, et on a mis au point un jeu qu'on est sur le point de faire fabriquer et de diffuser, qui est sur les émissions de CO2 par poste. Alors, c'est plutôt pour la réflexion individuelle, hein, c'est pas pour les labos, mais ça permet de voir en changeant son alimentation, en changeant ses modes de déplacement, en faisant isoler sa maison, ce qu'on peut économiser. Et voilà. Et ça permet de voir d'où on part et où on peut arriver. Oui, effectivement, je pense que faire des ateliers, des jeux, donc ce jeu, je ne le connais pas, mais il y a aussi la fresque du climat. C'est vrai que c'est, je pense, important pour sensibiliser aussi l'ensemble de la communauté pour qu'on y aille tous ensemble, quoi. Et en parlant de jeux, moi j'avais vu en regardant un peu les trucs des HOT, il y a des labos aux États-Unis, je ne sais plus, au MIT. Par exemple, celui qui laisse toujours sa hotte ouverte, il a des bâtons et à la fin, il doit payer sa tournée à toute l'équipe le vendredi soir. Ou alors, c'est l'équipe qui a qui a le plus de bâtons pour tout le labo, et il paye pizza party à tout le monde. Et en fait, mettre ça un peu sous forme de jeu et ludique, mais pour essayer d'arriver à faire rentrer les habitudes, quoi. Ok, je crois on pourrait continuer longtemps parce que le sujet est passionnant. On va encore remercier nos deux orateurs, s'il vous plaît. Merci à tous ceux qui sont déplacés au CRPP. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous pouvez revenir. Juste pour information, le jeudi 10 novembre, nous avons notre prochaine conférence. Et ça sera, puisque ce n'est pas très bien de manger de la viande, on va parler de champignons. On aura un spécialiste, le grand spécialiste du sud-ouest des cèpes, qui s'appelle Frédéric Plassin,
qui est agrégé de physique-chimie et enseignant au lycée, qui va venir nous parler des CEP, de la science des CEP. Et peut-être, je ne sais pas, vous aurez réussi à lui soutirer quelques lieux où il y a des bonnes CEP à récupérer, je ne sais pas. Il paraît que la saison 2022 est exceptionnelle, paraît-il. Merci beaucoup.